Frank Miller se tenait à la fenêtre d'observation de la station du Conseil galactique, les mains jointes dans le dos. Il observait la sphère bleu-vert de la Terre, tourner lentement au loin. Après 75 ans de service au Conseil, sa planète natale paraissait petite vue d'ici, presque fragile. Mais il savait que la Terre n'était pas fragile et les humains n'étaient pas faibles. Ambassadeur Miller, ils sont prêts à vous accueillir, dit Laura Patterson en s'approchant de lui. L'uniforme impeccable de la secrétaire à la Défense était impeccable, son expression sérieuse. Frank hocha la tête. Un autre jour, une autre exigence. Je me demande ce qu'ils nous attendent cette fois. Plus de soldats pour le conflit de Vega, sans doute, répondit Laura. Plus de soldats pour le conflit de Vega, sans doute, répondit Laura. Les rapports de pertes arrivèrent. Nous avons perdu 29 casques bleus la semaine dernière. Frank serra les dents. 29 vies humaines de plus perdues en combattant pour une guerre étrangère. Il détourna le regard de la terre et se dirigea vers la salle du conseil. Laura lui emboîta le pas, et Alan Garcia, directeur scientifique de la Terre, les rejoignit dans le couloir. « J'ai les chiffres des exportations de minéraux, » dit Alan en tendant un bloc de données à Frank. « Ils en prélèvent 65% maintenant. C'est 15% de plus que ce que nous avions convenu. » Frank jeta un coup d'œil aux chiffres et il sentit sa tension monter. Et qu'avons-nous en retour? Le droit de mourir pour eux. Les 3 humains entrèrent dans la salle du Grand Conseil. Des représentants de 27 espèces extraterrestres étaient assis en gradin autour d'une tribune centrale. La délégation Zorak occupait les sièges les plus élevés, comme elle l'avait fait depuis 4000 ans. Leur peau grise et ridée, et leurs 6 yeux leur donnaient une apparence de sagesse. Frank savait pertinemment que les Shorak étaient des manipulateurs, pas des chefs avisés. Le grand ancien Craxis fit signe à Frank de s'approcher de l'estrade. « Ambassadeur Miller, nous souhaitons la bienvenue à la délégation de la Terre. Nous avons des sujets importants à aborder. » Frank s'avança. L'acoustique parfaite de la salle portait aisément sa voix. « Avant de commencer, je dois aborder la question des quotas d'exportation de minéraux. La Terre a accepté de fournir 50% des minéraux rares en échange de technologie et de protection. Vous en prenez 65% maintenant. » Des murmures parcoururent la salle. Krax agita une main au long doigt d'un air dédaigneux. Une mesure temporaire. L'effort de guerre nécessite des ressources. Une guerre qui profite principalement aux intérêts miniers auriques, répondit Frank. Pendant ce temps, des soldats de la paix humains meurent chaque jour. Vos soldats sont bien rémunérés, dit le délégué Vorex des Valax. Les humains ont un talent naturel pour la guerre. Il est logique d'utiliser vos forces. Laura s'avança. Notre peuple n'est pas de la chair à canon. La Terre fournit 80% des forces de maintien de la paix, alors qu'elle ne représente que 4% de la population du Conseil. Le débat s'enflamma. Frank remarqua la rapidité avec laquelle les autres espèces s'unirent contre les plaintes de la Terre. Il en avait toujours été ainsi. Promesses faites, puis réinterprétées, puis rompues. Alors que les disputes tournaient en rond sans issue, le communicateur d'Alan Garcia bipa. Il vérifia le message, puis pâlit. Il écrivit quelque chose sur un bloc-notes et le tendit à Frank. Le message disait « Urgence. Besoin de parler en privé. J'ai trouvé quelque chose de grave. »
Frank attendit une pause naturelle dans la discussion, puis s'adressa à Craxis. Nous demandons une courte pause. Dans une petite pièce annexe, les mains d'Alan tremblaient, tandis qu'il affichait des données sur sa tablette. Mon équipe enquêtait sur des anomalies dans le programme d'échange médical. Nous avons trouvé ceci. L'écran montrait des images de laboratoire, du matériel génétique humain en cours de traitement dans une installation de Zorak. Les étiquettes étaient claires. Projet de militarisation du génome humain. Ils développent et sortent des armes biologiques ciblant les humains, dit Allen. Des armes qui ne nous affecteraient que nous, pas eux. Laura fixait l'écran. C'est au-delà de la violation des traités. C'est la préparation d'un génocide. Frank sentit une colère froide s'installer dans sa poitrine. Pendant des années, il avait prôné la coopération, le travail au sein du système. Il avait défendu la participation de la Terre au Conseil contre les critiques de son pays. Maintenant, il voyait clairement la vérité. Contactez la présidente Wright, dit-il. Dites-lui tout. Il est temps de prendre une décision. 2 jours plus tard, après avoir communiqué de manière sécurisée avec la Terre, Frank reçut ses nouveaux ordres. La présidente Natalie Wright avait fait son choix. La Terre quitterait le Conseil galactique. Alors que Frank préparait la déclaration officielle, il savait que la galaxie ne serait plus jamais la même. Le Conseil avait exploité l'humanité pour la dernière fois. La grande salle d'assemblée du Conseil galactique bourdonnait d'activité. Des délégués des 28 espèces membres s'étaient réunis pour le sommet annuel. Personne ne se doutait que ce jour allait changer le cours de l'histoire galactique. Frank Miller se tenait fièrement à l'entrée, entouré de Laura Patterson et d'Alan Garcia. Son uniforme diplomatique terrien de cérémonie brillait sous les lumières cristallines de la salle. Dans sa main, il tenait un petit cristal de données contenant la déclaration officielle de la Terre. « On fait vraiment ça ?» murmura Laura, son regard scrutant la salle bondée. Frank hocha la tête. Les ordres du président Wright étaient clairs. Ils avancèrent tandis que le grand ancien Zorak, Craxis, ouvrait le sommet. L'imposant extraterrestre leva les 4 bras pour réclamer le silence. « Avant d'entamer notre ordre du jour, annonça Craxus, la délégation de la Terre a demandé à s'adresser au Conseil pour une question urgente. » Frank monta sur l'estrade centrale. Baruch s'écroula sur l'Assemblée lorsque le système de projection se déclencha, diffusant son image sur des écrans géants dans toute la salle. « Depuis 75 ans, commença Frank d'une voix ferme, la Terre est un membre loyal de ce Conseil. Nous avons fourni des soldats pour vos guerres. Nous avons donné nos minéraux pour vos vaisseaux. Nous avons partagé notre culture et appris de la vôtre. Nous avons donné nos minéraux pour vos vaisseaux. Nous avons partagé notre culture et appris de la vôtre. » Il marqua une pause, observant les visages extraterrestres autour de lui, certains manifestant de l'intérêt, d'autres de l'ennui. Les Xorak observaient leurs 6 yeux sans ciller. En retour, nous avons reçu des promesses non tenues. Nous avons été traités non pas comme des égaux, mais comme des instruments à utiliser. Plus récemment, nous avons découvert le programme d'armes biologiques Zorak, conçu spécifiquement pour cibler les humains. Des halètements et des murmures se sont répandus dans la salle. Les plus petits délégués de Velen ont crié d'alarme. Les représentants de Moridou ont pâli sous le choc. Frank poursuivit donc, élevant la voix pour couvrir le brouhaha croissant. Sur ordre de la présidente Natalie Wright, et avec le vote unanime du Sénat global de la Terre, je suis ici pour annoncer le retrait immédiat de la Terre du Conseil galactique.
Le chaos s'empara de la salle. Craxis frappa violemment le sol de son bâton de cérémonie. « C'est scandaleux !» hurla le chef Zorak. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous le pouvons et nous le faisons !» répondit Frank, en insérant le cristal de données dans le système central du Conseil. Notre déclaration officielle est désormais transmise à tous les mondes membres. À l'heure actuelle, toutes les forces humaines de maintien de la paix sont rappelées dans l'espace terrestre. Le ministre du Commerce de Balax insista. Sans les minéraux de la Terre, nos systèmes de production s'effondreront d'ici quelques mois. Tu aurais dû y penser avant de prendre plus que ta part, dit Laura en s'approchant de Frank. L'ambassadeur Velen, un petit être vert aux grands yeux, s'approcha nerveusement. Mais qu'en est-il de notre protection? Des soldats humains gardent nos mondes coloniaux. Sans eux, les pirates reviendront. Je vous suggère de développer vos propres défenses, dit Frank. La Terre ne sacrifiera plus ses citoyens pour des alliés ingrats. Sur les écrans géants, les rapports commencèrent à affluer. Les vaisseaux humains de toute la galaxie se retiraient de leur mission de patrouille. Les ambassades terrestres sur 22 mondes fermaient. La bourse galactique affichait déjà des baisses de valeur massives pour les entreprises basées au Conseil. « C'est du terrorisme économique !» hurla le représentant Gorvani. Frank resta calme. « C'est la liberté !» Frank resta calme. « C'est la liberté !» La Terre n'a jamais voulu quitter le Conseil. Vous nous avez forcé la main. La délégation Zorak se rassembla, parlant rapidement dans leur langue claquante. Finalement, Craxis s'approcha à nouveau de Frank. « Peut-être pouvons-nous négocier, » dit le haut-aîné d'un ton soudain conciliant. « Un arrangement est sûrement possible. » Le programme d'armes biologiques n'était qu'une recherche théorique. Une recherche théorique qui viole 17 dispositions différentes du traité, dit Alan Garcia, en affichant les preuves sur sa tablette. Frank secoua la tête. La décision est prise. La Terre retrouve son indépendance. Alors qu'il se retournait pour quitter la salle, le délégué novalien, un humanoïde à la peau bleue, s'écria. « Que ferez-vous maintenant? Où irez-vous » Frank s'arrêta sur le seuil. « Nous suivrons notre propre chemin, et peut-être que d'autres nous rejoindront. » Les humains partirent, laissant derrière eux un conseil en plein désarroi. En quelques heures, les annonces de la Terre se répandirent dans toute la galaxie. Les marchés boursiers s'effondrèrent. Les commandements militaires s'efforcèrent de combler le vide laissé par le départ des forces humaines. Et dans l'espace du Conseil, de nombreux êtres se demandèrent si la Terre venait de commettre la plus grande erreur de l'histoire, ou si elle faisait preuve d'une sagesse incroyable. Une semaine après le départ brutal de la Terre du Conseil galactique, la planète bourdonnait d'activité. Au quartier général de la Défense globale, sous les Rocheuses, l'ingénieur en chef Susan Brooks étudiait l'affichage holographique du système solaire terrestre. Le protocole d'isolation alpha est désormais achevé à 80%, a-t-elle annoncé en écartant une mèche blonde de son visage. Le réseau défensif est opérationnel autour de la Terre, de Mars et des colonies de Jupiter. La présidente Nathalie Wright hocha la tête, le regard fatigué mais déterminé. Et nos citoyens à l'étranger. L'agente diplomatique Olivia Warren s'avança avec son rapport. Nous avons évacué 62% des humains des territoires du Conseil. Les Zorak rendent la situation difficile dans leurs systèmes centraux
mais des vaisseaux sont en route. Le silence se fit à l'entrée du commandant militaire, Gregory Davis. Son uniforme était froissé par des jours sans repos, mais sa voix restait forte. La 7e flotte s'est désengagée de la mission de maintien de la paix d'Arcturus. Ils rentrent chez eux. Il désigna l'écran. Mais nous avons un problème. 3 vaisseaux observateurs du Conseil les suivent, se tenant juste hors de portée des armes. Ils veulent savoir où vont nos vaisseaux, a déclaré le président Wright. Ils n'ont jamais vu nos bases militaires. Les protocoles du Conseil ont toujours maintenu nos forces dispersées. Susan a agrandi l'écran pour montrer une zone vide près de Neptune. Ils ignorent que nous construisons ici depuis des décennies. Des projets que le Conseil n'avait jamais approuvés ni connus. Sur l'écran, une immense station spatiale apparaissait, jusque-là dissimulée par une technologie de camouflage avancée. Elle était entourée de satellites défensifs et de chantières navales. Station Liberty, dit Suzanne avec fierté, l'une des 6 que nous avons construites. Le Conseil a toujours cru que notre technologie était à l'origine de la leur. Nous les avons laissés croire. Partout sur Terre, des scènes similaires se sont déroulées, l'humanité révélant enfin ses véritables capacités. Depuis le spatioport de Singapour, des vaisseaux de ravitaillement partaient toutes les heures, transportant des marchandises vers les colonies terrestres qui dépendaient auparavant des routes commerciales du Conseil. Nous pouvons subvenir à nos besoins, a déclaré le directeur du commerce Jack Nelson aux gouverneurs coloniaux inquiets lors d'une réunion virtuelle. La Terre s'était préparée à cette éventualité depuis des années. Notre production alimentaire est suffisante et notre capacité de production a toujours été supérieure à ce que nous avions déclaré au Conseil. Pendant ce temps, en orbite lunaire, Olivia Warren embarquait à bord d'une navette diplomatique. Sa mission était peut-être la plus dangereuse: sauver les derniers humains des mondes hostiles du Conseil. La délégation Bellex demande des pourparlers d'urgence, l'informa son assistante. Il propose d'aider à extraire notre peuple de l'espace Jorek en échange de la poursuite des livraisons de minerais. Olivia réfléchit. Dites-leur que nous discuterons des conditions, mais que nous ne faisons aucune promesse. Les Bellex se retournèrent assez vite contre nous dans la salle du Conseil. À mesure que l'isolement de la Terre se faisait plus complet, ses effets se répercutèrent sur toute la galaxie. Sur la planète natale des Vélins, des émeutes de la faim éclatèrent suite à l'arrêt des importations agricoles terrestres. L'armée de Moridu se démena pour protéger ses frontières, jusque-là gardées par des soldats de la paix humains. Le plus inquiétant pour le Conseil était le silence. La Terre avait coupé tous les canaux de communication officiels. Les vaisseaux espions du Conseil se heurtèrent à une barrière défensive inédite. Un réseau de stations utilisant une technologie que le Conseil considérait comme dépassant de plusieurs siècles les capacités humaines. Lors de la session d'urgence du Conseil, le haut ancien Craxis se heurta à une opposition croissante. Vous nous avez assuré que les humains étaient primitifs, hurla le délégué thraxien. Vous avez dit qu'ils avaient besoin de nous pour leur protection. Ils nous ont tous trompés, répondit Craxis, mais son autorité était clairement ébranlée. De retour sur Terre, Susan Brooks activa la phase finale du protocole d'isolement. Un réseau de satellites répartis dans tout le système solaire se mit à vibrer d'énergie
créant un réseau de détection qui alerterait la Terre de tout vaisseau en approche. Nous sommes officiellement seuls maintenant, dit-elle, tandis que le système se connectait. Le président Wright regarda les dirigeants rassemblés. Pas tout à fait seul maintenant, dit-elle, tandis que le système se connectait. Le président Wright regarda les dirigeants rassemblés. Pas tout à fait seul maintenant. Nous avons reçu des messages de 7 espèces non membres du Conseil. Ils veulent discuter. Frank Miller sourit pour la première fois depuis des jours. Je vous avais dit que d'autres seraient intéressés par une alternative au Conseil. Sommes-nous prêts à diriger une telle alliance? Demanda le commandant Davis. Nous ne cherchons pas à diriger, répondit le président Wright. Nous recherchons des égaux. C'est ce que le Conseil n'a jamais compris. Alors que la nuit tombait sur les grandes villes de la Terre, les citoyens levaient les yeux vers les étoiles, avec des sentiments mitigés, la peur d'un avenir inconnu, mais aussi la fierté. Pour la première fois depuis 75 ans, l'humanité traçait sa propre voie parmi les étoiles. 6 mois s'étaient écoulés depuis que la Terre avait quitté le Conseil galactique. Les mondes du Conseil en ressentaient les effets plus durement que quiconque ne l'avait prédit. Au commandement central de Zorak, le haut ancien Craxis observait les rapports faisant état de conflits frontaliers éclatant dans 3 secteurs. Sans les forces de maintien de la paix humaine, les vieilles rivalités avaient rapidement refait surface. Nous devons convaincre la Terre de revenir, déclara Craxus à ses conseillers. Les Bellacs gorvaniens se disputent déjà la ceinture minière de Taurus. Les colonies maléfiques sont attaquées par des pirates. La Terre ne répondra pas à nos communications, répondit son chef diplomate. Ils ont bloqué tous les canaux officiels du Conseil. Craxis prit une décision. Préparez mon vaisseau personnel. J'irai moi-même sur Terre. 3 jours plus tard, un vaisseau diplomatique Zorak s'approchait du système solaire terrestre. Il fut immédiatement détecté par le réseau de défense. Le système solaire terrestre, il fut immédiatement détecté par le réseau de défense. Dans la salle de crise de la Maison-Blanche, la présidente Wright et son conseiller à la sécurité, Daniel Clark, observèrent que le vaisseau s'approchait sur l'écran principal. Le grand ancien Craxis en personne, dit Daniel en regardant l'identification du vaisseau. Ils doivent être désespérés ou comploter quelque chose, répondit la présidente Wright. Suzanne, quel est l'état de nos défenses? L'ingénieur en chef Suzanne Brooks a vérifié ses relevés. Tous les systèmes sont à pleine capacité. S'ils tentent quoi que ce soit, ils ne s'approcheront pas à moins de 2 millions de kilomètres de la Terre. La présidente Wright a envisagé ces options. Envoyez-leur un message. La délégation Zorak n'est pas la bienvenue dans l'espace terrestre. Ils peuvent transmettre toutes les communications qu'ils souhaitent, mais leur vaisseau ne doit pas aller plus loin. Sur le vaisseau Zorak, Craxis reçut le message avec colère. Ils osent repousser un haut ancien. Il siffla à son équipage. Continuez votre approche. Il bluffe. Le vaisseau Zorak avança. Aussitôt, 20 satellites de défense surgirent de leur position cachée. Ils encerclèrent le vaisseau Zorik, armes verrouillées. Ceci était votre dernier avertissement. Le commandement terrestre envoya le message. Changez de cap immédiatement. Pendant un instant de tension, le vaisseau Zorak maintint sa position. Puis, lentement, il fit demi-tour et se retira au-delà des limites du réseau de défense terrestre.
Envoyez-leur un message, ordonna le président Wright. Dites-leur que nous sommes au courant des 3 vaisseaux espions qu'ils ont envoyés dans notre espace le mois dernier. Dites-leur que nous sommes au courant de leur tentative de piratage de notre système de communication. Le message fut envoyé. Le vaisseau Zorak partit sans réponse. Plus tard dans la journée, Frank Miller rencontra le président dans le bureau ovale. « Nous avons reçu des nouvelles intéressantes, dit-il. Les Traxiens ont officiellement demandé une réunion, hors des circuits du Conseil. » La présidente Wright haussa les sourcils. Un membre du Conseil souhaite parler en privé. Pas seulement les Traxiens. Les Novéliens ont également pris contact. Ils sont tous deux mécontents de la façon dont le Conseil gère la situation post-terre. Établissez des communications sécurisées, décida le président. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Pendant ce temps, au Centre de défense mondiale, Susan Brooks faisait la démonstration d'une nouvelle technologie au commandant Davis et à un groupe d'officiers. Nous avons perfectionné notre système de communication plus rapide que la lumière, expliqua-t-elle en activant un appareil sur la table. Un écran holographique apparut, montrant des images en temps réel d'un système stellaire lointain. Ce système n'utilise pas le réseau relais du Conseil, demanda le commandant Davis, impressionné. Suzanne secoua la tête, totalement indépendante. Nous pouvons communiquer avec nos vaisseaux partout dans la galaxie à l'insu du Conseil. Ils ont toujours contrôlé les communications, dit un officier. C'était ainsi qu'ils maintenaient le pouvoir. Plus maintenant, répondit Suzanne avec un sourire. À travers la galaxie, les problèmes du Conseil se multiplièrent. 6 nouveaux conflits frontaliers avaient éclaté. Les routes commerciales autrefois protégées par les vaisseaux humains étaient désormais dangereuses. Les ressources autrefois fournies par la Terre se raréfiaient. Lors d'une réunion secrète, 3 espèces du Conseil discutèrent de leurs options. « Les Zorak nous ont trahis, dit le représentant Traxien. Il est peut-être temps de prendre exemple sur la Terre. » « Quitter le Conseil ?» demanda le Novalien, choqué mais intrigué. « La Terre semble bien se porter toute seule, » répondit le Traxien, « et j'ai entendu dire qu'elle était ouverte à la formation de nouvelles alliances, des alliances égalitaires. » De retour sur Terre, Frank Miller se préparait pour la mission diplomatique la plus importante de sa carrière. La Terre était prête à révéler sa vision d'un nouveau type de partenariat galactique, fondé sur le respect plutôt que sur l'exploitation. La salle de réunion à bord du vaisseau diplomatique terrestre Unity était conçue pour impressionner. Contrairement aux salles froides et formelles du Conseil galactique, cette salle comportait une table ronde où tous les sièges étaient à égale hauteur. Frank Miller prit place aux côtés de la ministre du Commerce, Cynthia Morris, tandis que leurs invités entraient. La délégation traxienne arriva en premier, sa peau écailleuse miroitant sous les lumières. Viennent ensuite les Novaliens, de grands êtres bleus à 4 bras. Les 2 espèces étaient membres du Conseil depuis des siècles. Ils étaient désormais là, en secret. « Bienvenue, » dit Frank en se levant. « La Terre apprécie votre volonté de nous rencontrer en dehors des canaux officiels. » Le chef traxien, l'ambassadeur Zelk, prit la parole le premier. « Nous prenons de grands risques en venant ici. Les Zorak considéreraient cela comme une trahison. »« Et pourtant, vous voilà, » remarqua Cynthia. « Cela suggère que le Conseil ne répond plus à vos besoins. » Le représentant novalien hocha la tête. Depuis le départ de la Terre, le Conseil est en désordre.
les oracles réclament davantage de ressources, mais offrent moins de protection. Ils accusent la Terre de tous les problèmes. Frank a activé un écran holographique montrant les routes commerciales et la répartition des ressources. Nous proposons une nouvelle organisation, non dirigée par la Terre, ni par une espèce en particulier, mais par une véritable coalition d'égal à égal. Pendant 2 heures, ils ont discuté du cadre de cette nouvelle alliance. La Terre offrait des accords commerciaux équitables, un partage des responsabilités en matière de défense et surtout des droits de vote égaux pour tous les membres, quelle que soit leur taille ou leur âge. Les Chorak contrôlent le Conseil depuis 4000 ans, a déclaré Selk en examinant la proposition. Contrôler le Conseil pendant 4000 ans, dit Selk en examinant la proposition. Vous ne chercheriez vraiment pas un tel pouvoir pour vous-même. Nous voulons des partenaires, pas des sujets, répondit Cynthia. La Terre a essayé d'être un bon membre du Conseil. Nous avons appris que ce système ne fonctionne pas. À la fin de la réunion, les Tractions et les Novaliens ont convenu de soumettre la proposition à leurs gouvernements respectifs. Ils sont partis séparément, utilisant une technologie furtive pour éviter d'être repérés par les patrouilles du Conseil. 3 semaines plus tard, la Terre recevait la nouvelle. Les 2 espèces avaient voté pour quitter le Conseil et rejoindre ce qui était désormais appelé la coalition. Le Conseil galactique réagit avec fureur. Le haut ancien Craxus déclara la coalition illégale et menaça d'intervenir militairement contre toute espèce membre. Ils craignent que d'autres ne suivent, déclara le conseiller à la sécurité Daniel Clark lors d'une réunion d'urgence à la Maison-Blanche. Et il devrait. Nous avons reçu des demandes de renseignements de 5 autres espèces. Le président Wright acquiesça. Et les menaces du Conseil. Le commandant Gregory Davis présenta un affichage tactique. Ils ont positionné des vaisseaux de guerre près de l'espace de la coalition. Ils tentent d'établir un blocus des routes commerciales terrestres. Sont-ils au courant de nos capacités défensives ? Demanda le président. Ils connaissent notre réseau de défense, dit Susan Brooks. Mais pas la flotte Aurora ? Le président Wright se tourna vers le commandant Davis. Il est temps de révéler la flotte. Le lendemain, le blocus du Conseil détecta plusieurs objets émergents du système solaire externe. À leur grande surprise, 20 navires de guerre apparurent, contrairement à tout ce connu du Conseil. Ces vaisseaux se déplaçaient à une vitesse incroyable, utilisant une technologie que le Conseil n'avait jamais vue. Ils prirent position près du blocus, mais n'attaquèrent pas. Depuis le pont du navire de tête, le capitaine Eric Russell envoya un message simple au navire du Conseil. La coalition respecte votre droit à l'existence. Nous exigeons le même respect en retour. Ce blocus viole ce principe. Vous avez 6 heures pour vous retirer. Le commandant du Conseil répondit par des menaces, mais sa voix manquait de conviction. Ces vaisseaux étaient dépassés par rapport à la flotte terrestre. 5 heures plus tard, le blocus du Conseil se retirait. La nouvelle se répandit rapidement. La Terre ne survivait pas seulement à l'extérieur du blocus du Conseil. La nouvelle se répandit rapidement. La Terre ne survivait pas seulement à l'extérieur du Conseil. La situation était florissante. La coalition comptait désormais 4 espèces et d'autres envisageaient d'y adhérer. Dans l'espace du Conseil, des citoyens ordinaires commencèrent à interroger leurs dirigeants. Si la Terre pouvait se libérer, pourquoi pas eux ?
sur un petit monde agricole à la limite du territoire du Conseil. Un gouverneur local observait les navires de la coalition livrer de l'aide aux colonies en difficulté. Le Conseil avait abandonné ces mondes extérieurs lorsque les ressources s'étaient raréfiées. Peut-être, dit le gouverneur à son équipe, devrions-nous envoyer un message à la Terre. L'idée se répandit comme une traînée de poudre à travers la galaxie. La coalition représentait ce que le Conseil n'avait jamais connu, une véritable égalité entre les étoiles. Et la Terre, autrefois perçue comme simplement utile pour ses soldats et ses ressources, était désormais reconnue comme une menace bien plus grande pour l'ancien ordre, une source d'inspiration. Un an après le départ de la Terre du Conseil galactique, la carte politique de la galaxie avait radicalement changé. 17 espèces avaient alors quitté le Conseil pour rejoindre la coalition terrestre. Le Conseil, qui avait résisté pendant des millénaires, s'effondrait de l'intérieur. Dans la grande chambre du Conseil, le haut ancien Craxis faisait face à une rébellion ouverte. « Les Zorak nous ont tous trahis », s'écria le représentant de Kaldor, un monde loyal depuis des siècles. Tandis que vous menacez la coalition, vous ignorez les véritables problèmes auxquels nos mondes sont confrontés. Craxus frappa violemment le sol avec son bâton. Cette réunion va commencer. Tout monde quittant le Conseil subira de graves conséquences. Quelles conséquences? Un monde quittant le Conseil subira de graves conséquences. Quelles conséquences? Demanda un autre délégué. Vos flottes ne peuvent rivaliser avec la technologie de la coalition. Votre économie est en faillite. Que pouvez-vous vraiment nous faire? Les 6 yeux du chef Zorak se plissèrent de rage. Il se tourna vers ses plus proches alliés, les représentants Balax, Krentu et Gorvani, et fit un léger geste de la main droite. Cette nuit-là, alors que la délégation Kaldor s'apprêtait à partir, les forces spéciales de Zorak attaquèrent leur vaisseau. Des attaques similaires ont eu lieu simultanément contre 4 autres délégations envisageant de quitter le Conseil. La nouvelle s'est rapidement propagée dans l'espace de la coalition. Sur Terre, le président Wright a convoqué une réunion d'urgence. Les Zorak ont recouru à la violence ouverte contre leurs propres membres. Frank Miller a fait son rapport, le visage sombre. La délégation Kaldor parvint à envoyer un signal de détresse avant que les communications ne soient coupées. « Ce n'est plus une question diplomatique », dit le commandant Davis. « C'est désormais une question militaire. » Le président Wright acquiesça. Où se trouve la force de coalition la plus proche? Le capitaine Richard Harrison commande notre 3e flotte près de la planète natale des îles d'Ari. Le commandant Davis répondit. Les îles d'Ari ont voté hier pour rejoindre la coalition. Les Xoreks seront probablement les prochains à les prendre pour cible. Envoyez les ordres, dit le président Wright. La coalition protégera les îles d'Ari et tout autre monde cherchant à se libérer du Conseil. Dans l'espace de la coalition, des vaisseaux se mobilisent. Le lieutenant Lisa Foster a coordonné des navires humanitaires pour secourir les réfugiés fuyant le territoire du Conseil. Des scientifiques de plusieurs espèces travaillèrent ensemble, partageant une technologie jusque-là restreinte par le Conseil. En orbite autour de la planète natale des îles d'Ari, la flotte du capitaine Harrison prit des positions défensives. Les forces de la coalition comprenaient des vaisseaux de la Terre, de Traxia, de Nova et de 3 autres anciennes planètes du Conseil.
Ils attendirent, leurs capteurs scrutant l'approche des vaisseaux. L'attente fut brève. Un imposant groupe de combat du Conseil émergea d'un voyage à la vitesse de la lumière. « Transmission en approche », rapporta l'officier de communication de Harrison. Le visage de l'amiral Vorax du Bax apparut à l'écran. « Force de la coalition, ceci est une opération militaire du Conseil. Retirez-vous immédiatement ou vous serez détruits. » Le capitaine Harrison se tenait debout sur sa passerelle. « Amiral, nous vivons dans un monde en paix, sous la protection de la coalition. Vos forces ne passeront pas. Les îles d'Ari sont des traîtres au Conseil, répondit Vorex. Écartez-vous ou partagez leur sort. Nous n'abandonnerons pas nos alliés à la tyrannie, dit simplement Harrison avant de mettre fin à la transmission. Les vaisseaux du Conseil avançaient. Les navires de la coalition se déplaçaient pour les intercepter. Pour la première fois, les deux forces s'engagèrent dans un combat direct. Ce que le Conseil espérait être une victoire rapide se transforma en désastre. Les vaisseaux de la coalition se déplaçaient avec une rapidité et une coordination supérieures. Leurs armes pénétrèrent aisément les boucliers du Conseil. En quelques heures, la moitié de la flotte du Conseil battit en retraite, désorganisée. Le vaisseau amiral de l'amiral Vorex, paralysé et évacuant l'atmosphère, se rendit aux forces de la coalition. Sur Terre, la nouvelle de la victoire ne fut pas accueillie par des célébrations, mais par une détermination farouche. Ce n'était que le début. Les Orax n'accepteront pas cette défaite, déclara Frank Miller au président Wright. L'escalade va s'intensifier, alors nous devons être prêts, répondit-elle. Combien d'espèces supplémentaires ont demandé à rejoindre la coalition depuis l'attaque? 9 candidatures supplémentaires ont été reçues aujourd'hui seulement, dit Frank. Le Conseil est en train de s'effondrer. Dans ses appartements privés, sur la planète natale des Zorak, le haut ancien Craxis examina les rapports de la défaite militaire. Ses conseillers attendaient nerveusement sa réaction. « Préparez la flotte de guerre », ordonna Craxus. « Préparez-la tout entière. La Terre perturbe l'ordre naturel de la galaxie depuis trop longtemps. Si nous ne pouvons pas diriger le Conseil, alors il n'y aura plus de Conseil et plus de Terre. Dans tout l'espace du Conseil, les dernières espèces loyales commencèrent à se mobiliser pour la guerre. Le conflit qui couvait depuis un an était sur le point d'exploser à travers les étoiles. Le vaste vide du système d'Arcturus allait devenir un champ de bataille. Depuis des semaines, les vestiges du Conseil galactique rassemblaient leurs forces. Chaque espèce loyale contribuait par des vaisseaux à ce que le haut ancien Craxus appelait la solution finale aux problèmes humains. Plus de 500 vaisseaux de guerre du Conseil se sont rassemblés en formation. C'était la plus grande flotte observée dans la galaxie depuis 2000 ans. Les humains ont corrompu l'ordre naturel. Craxus s'adressa à ses commandants depuis son vaisseau amiral. Aujourd'hui, nous allons rappeler à la galaxie pourquoi les Zorak règnent depuis 4 millénaires. Sur Terre, les services de renseignement de la coalition surveillaient de près les mouvements du Conseil. Le directeur Joseph Taylor présenta ses conclusions au Conseil de guerre d'urgence. Il planifie une attaque directe sur la Terre, expliqua-t-il en montrant l'écran tactique. Ils pensent que s'ils détruisent le cœur de la coalition, le reste s'effondrera. Le président Wright se tourna vers l'amiral Kelly Robinson, qui avait reçu le commandement des forces de la coalition.
Amiral, votre avis? L'amiral étudia les positions ennemies. Ils ont presque tout engagé. Ils sont désespérés. Et nos forces? Demanda Frank Miller. Nous avons 230 navires prêts, répondit l'amiral Robinson. Moins de la moitié, mais notre technologie est supérieure. Pas seulement la nôtre, ajouta Susan Brooks. Le protocole Prometheus est prêt. Le silence retomba dans la salle. Le protocole Prométhée était le secret le mieux gardé de la Terre, une technologie d'armement si avancée que même les alliés de la coalition ignoraient les détails. Était-ce nécessaire? Demanda Frank à voix basse. Les pertes humaines seraient considérables. La présidente Wright ferma brièvement les yeux. Le Conseil vient détruire la Terre, pas négocier. Nous devons nous défendre avec tout ce que nous avons. Elle regarda l'amiral Robinson. Vous avez l'autorisation d'utiliser le Prométhée si nécessaire. 3 jours plus tard, le Conseil et les forces de la coalition se rencontrèrent dans le système Arcturus. La flotte du Conseil avançait en formation parfaite, armes chargées. Depuis la passerelle de son vaisseau amiral, l'amiral Robinson observait l'ennemi approcher. À ses côtés se tenaient des représentants de chaque espèce de la coalition. Signalez à tous les vaisseaux, ordonna-t-elle. Exécutez le plan de bataille Delta. Les vaisseaux de la coalition se déplaçaient, avec une coordination incroyable, se divisant en petits groupes qui attaquaient sous différents angles. Les commandants du Conseil peinaient à s'adapter à ces tactiques inattendues. Ils divisent nos forces, rapporta l'officier tactique Zorak au grand ancien Craxis. Mais ils ne peuvent rivaliser avec notre nombre. Pendant 6 heures, la bataille fit rage dans tout le système. Les vaisseaux du Conseil attaquèrent les vaisseaux de la coalition avec des armes conventionnelles. Les vaisseaux de la coalition répondirent par des frappes de précision, désactivant plutôt que détruisant lorsque cela était possible. Malgré leur avance technologique, les forces de la coalition commencèrent à subir de lourdes pertes. Amiral, rapporta son commandant en second, nous avons perdu 37 navires. Les pertes ennemies s'élèvent à 112, mais elles restent supérieures en nombre. L'amiral Robinson hocha la tête d'un air sombre. Il est temps. Début du protocole Prométhée. Dans toute la flotte de la coalition, des systèmes secrets s'activèrent. Sur le canal de commandement, l'amiral Robinson parla à tous les navires. Forces de la coalition, engagez le protocole Prométhée. Que Dieu nous pardonne. Des vaisseaux terrestres, d'étranges impulsions énergétiques émergent. Elles traversent la zone de combat, apparemment sans effet. Les commandants du Conseil éclatèrent à tas de rire. Leur arme secrète ne fait rien. Craxus jubilait. Puis, un à un, les vaisseaux du Conseil commencèrent à perdre de la puissance. Les armes furent coupées. Les moteurs tombèrent en panne. Les systèmes de survie vacillèrent. Les impulsions avaient désactivé leur technologie sans nuire aux équipages. Que se passe-t-il? Demanda Craxis, tandis que les lumières de son vaisseau amiral s'éteignaient. En quelques minutes, les 3/4 de la flotte du Conseil dérivaient, impuissante, dans l'espace. Le reste, constatant la situation désespérée, se rendit. Les forces de la coalition s'empressèrent de secourir les membres d'équipage des systèmes de survie défaillants. Le lieutenant Lisa Foster coordonna la plus grande opération de sauvetage de l'histoire galactique. Sur le pont du vaisseau amiral de Krax, les soldats de la coalition trouvèrent le haut ancien toujours assis dans son fauteuil de commandement. « Vous auriez pu nous détruire »
dit Crax, tandis que l'amiral Robinson s'approchait de lui. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que nous ne sommes pas comme vous, répondit-elle. La coalition ne croit pas aux morts inutiles. » Alors que Craxis était placé en détention, les vaisseaux de la coalition diffusaient sur toutes les fréquences. La Terre et ses alliés avaient remporté une victoire décisive sans recourir à la destruction massive planifiée par le Conseil. À travers la galaxie, les autres mondes du Conseil observaient la scène avec stupéfaction. Les Zorak, considérés comme invincibles depuis des millénaires, avaient été vaincus non seulement militairement, mais aussi moralement. La guerre était terminée avant même d'avoir véritablement commencé, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Un an après la bataille d'Arcturus, des représentants de 31 espèces se sont réunis sur une planète jusque-là inhabitée, au cœur de l'espace de la coalition. La planète, désormais appelée Harmonie, accueillit la première réunion officielle du nouveau gouvernement galactique. La grande salle d'assemblée avait été construite spécialement pour cet événement historique. Contrairement aux salles à gradins de l'ancien conseil, cette salle présentait un cercle parfait de sièges, tous à égale hauteur. Aucune espèce n'était assise au-dessus d'une autre. Frank Miller, désormais représentant principal de la Terre, prit place parmi les délégués. À 70 ans, il avait vu l'humanité passer du statut de simple sujet du Conseil à celui de dirigeante d'un nouvel ordre galactique. La présidente Natalie Wright se tenait à la tribune centrale pour s'adresser à l'Assemblée. Ces 8 années de mandat avaient été les plus marquantes de l'histoire de l'humanité. Amis et alliés, commença-t-elle en regardant autour d'elle l'Assemblée diversifiée. Lorsque la Terre a quitté le Conseil galactique, nous n'avions pas prévu de créer cette coalition. Nous cherchions simplement à nous libérer de l'exploitation. Mais au cours de notre voyage, nous avons découvert que nous n'étions pas seuls à aspirer à une galaxie plus juste. Les représentants ont applaudi. Nombre d'entre eux avaient tout risqué pour rejoindre la cause de la Terre. Aujourd'hui, nous officialisons ce que nous avons bâti ensemble. Le président Wright a poursuivi, non pas une alliance dirigée par la Terre, mais un véritable partenariat d'égal à égal. L'ancien conseil a disparu. À sa place, nous établissons la Charte galactique des droits, garantissant qu'aucune espèce ne dominera plus jamais une autre. Le conseil de coalition nouvellement élu a prêté serment. La Terre n'occupait qu'un siège parmi tant d'autres, sans privilège ni pouvoir particulier. À l'extérieur de la salle, des citoyens de dizaines de mondes célébraient. Les marchés prospéraient, les échanges commerciaux circulant librement, sans restriction du Conseil. Des scientifiques de différentes espèces travaillaient ensemble ouvertement, partageant des découvertes que les Xorek avaient jusque-là dissimulées. Dans un coin tranquille de la réception qui suivit la cérémonie, Frank Miller s'entretint avec Zelk, le Traxien qui avait été parmi les premiers à rejoindre la cause de la Terre. « Aviez-vous imaginé ce dénouement en quittant le Conseil ?» demanda Zelk. Frank sourit. « Honnêtement, non. Nous voulions juste qu'on nous laisse tranquilles. Mais parfois, se défendre inspire les autres à faire de même. » Susan Brooks les a rejoints, occupant désormais le poste de directrice technique de la coalition. Les connaissances scientifiques combinées de 31 espèces ont déjà permis des avancées remarquables. Nous avons guéri des maladies qui ont ravagé des mondes pendant des siècles. Et les Shorak, Zelcast,
sont confinés dans leur système d'origine. Frank répondit qu'ils étaient libres de développer leur propre société, mais sous surveillance. Il faudrait des générations avant qu'on leur fasse à nouveau confiance. De l'autre côté de la salle, le commandant Davis, devenu général Davis, observait les équipes de sécurité de la coalition travailler côte à côte. Les humains servaient aux côtés des Traxiens, des Novaliens et de bien d'autres, tous portant le même uniforme. « Il y a un an, nous étions ennemis, » dit son second Tildari. « Maintenant, ma fille veut aller à l'université sur Terre. Elle serait la bienvenue, » répondit Davis. Alors que les célébrations se poursuivaient tard dans la nuit, Davis répondit. Alors que les célébrations se poursuivaient tard dans la nuit, le président Wright s'éclipsa vers une terrasse d'observation privée. De là, elle pouvait voir les étoiles s'étendre à travers la galaxie. Tant de monde, tant de possibilités. L'ambassadeur Frank Miller la trouva là. « Fatigué de votre propre parti ?» demanda-t-il avec un sourire. Prenant juste un moment de réflexion, elle répondit. « Lorsque vous avez annoncé notre départ du Conseil, aviez-vous imaginé que cela mènerait à cela ?» Frank secoua la tête. « Je ne faisais qu'obéir à vos ordres, Madame la Présidente. » « Et maintenant, la galaxie suit notre exemple, » dit-elle. « Non pas notre domination, mais notre exemple. » Sous eux, les vaisseaux de la coalition se préparaient à leur prochaine mission. Non pas de conquête ou de coercition, mais d'exploration et d'assistance. Des régions de l'espace auparavant restreintes par décret du Conseil étaient désormais ouvertes à tous. L'ère des Xorek était révolue. L'ère de la coopération avait commencé. Au cours des années qui suivirent, la coalition continua de croître. D'anciens mondes du Conseil demandèrent à y adhérer, acceptant les principes d'égalité et de respect mutuel. La Terre devint alors connue non pas comme une espèce de conquérant ou de rebelle, mais comme l'espèce qui libéra la galaxie d'une tyrannie ancestrale. Et tout commença par une simple décision. Faire cavalier seul plutôt que de céder à l'injustice. La Terre avait coupé les ponts avec le Conseil galactique et laissé l'univers en proie à la panique. Mais de cette panique naquit un ordre nouveau et meilleur pour tous.